Cette émission contient des descriptions de violences qui pourraient ne pas convenir à certaines personnes. Nous préférons vous en avertir. Il a été styliste de stars, de grandes stars. Il a été et est encore souvent commissaire d'exposition. La mode, la musique, le mécénat. Un homme qui a tout dans la vie, vous direz, mais vous serez surpris de ce que vous apprendrez dans les affirmations de Sergent Laviolette. Affirmation, découvrez des personnalités des communautés queer au parcours inspirant. Bonjour, je m'appelle Denis Martin Chabot. Bienvenue à Affirmation, Sergent Laviolette. Merci Denis Martin Chabot de m'accueillir. Ah, c'est un plaisir. Alors, moi, j'aime beaucoup commencer comme ça. Tu es né à Montréal le 1er mai 1961. Effectivement. Nous avons presque le même âge. Je suis quelques mois plus tard que toi, donc un petit peu mon aîné, mais c'est pas grave. D'accord. Je te dois le respect et l'obéissance, c'est ça? Bon, alors là, je voudrais que tu nous parles des circonstances de ta naissance, parce que c'est assez particulier. C'est assez particulier, effectivement. Je suis né donc le 1er mai 1961. Nous sommes en pleine, à la fin de la période noire, si on peut dire, du Plessis. Alors, je suis né à l'hôpital Royal Victoria. Et à ce moment-là, ma mère est une fille mère. Elle était gouvernante dans une famille noble du quartier Golden Square Mile. Et j'ai été donné tout de suite en adoption au moment de ma naissance. Alors, les 5 premières années, je me suis retrouvé à l'orphelinat Saint-François d'Assise à Pointe-aux-Trembles. Tu n'avais pas été adopté pendant tout ce temps-là? Je n'ai pas été adopté pendant tout ce temps-là, effectivement. Malgré tout, j'étais sous la gouverne de la mère supérieure, mère Saint-Louis, qui m'a prise sous son aile. Et j'ai eu la chance, du fait d'être sous son aile, d'avoir une éducation privilégiée. Alors, lecture, danse, musique. Je me souviens que dès l'âge de 3 ans, il y avait un homme qui venait me chercher tous les week-ends dans sa 2 chevaux Citroën. Je me souviens très bien de cette voiture. Tu te rappelles de ça, même aussi jeune que ça? Une mémoire phénoménale. Et qui, par conséquent, m'a amené à voyager à Montréal. Donc, j'allais au Musée des Beaux-Arts, l'Orchestre symphonique. J'étais initié très, très rapidement à l'art. Et ce qui, plus tard, m'a sauvé. Et qu'on pourra... ceci explique cela, parce que je parlais de ton goût pour les arts, pour la musique, les belles œuvres, tout ce qui est beau, ça vient quand même un peu de là. Effectivement, donc c'est vraiment la matrice première. Et donc, à l'âge de 5 ans, je me suis retrouvé en foyer nourricier chez la tante de ma mère, la tante paternelle de ma mère maternelle, de Simone. Alors, j'étais dans le quartier de la Petite Patrie, rue de la Roche-et-Beaubien, église Saint-Ambroise. Et j'avais quand même, à ce moment-là, 5 ans, j'avais déjà quand même une certaine avance au niveau lecture et écriture. Donc, j'étais déjà, la maternelle, enfin, était une maternelle enrichie, au sous-sol de l'église Saint-Édouard. Et j'ai vu, d'ailleurs, église Saint-Édouard, mais j'ai vu le monticule ou l'édicule du métro Beaubien s'élever. Alors, 66, n'est-ce pas? Oui. Alors, vraiment, je garde encore un souvenir indélébile. Et moi, l'église Saint-Ambroise, l'école Saint-Ambroise, ensuite, ce fut une institution qui m'a sauvé à bien des égards, dans le sens que la beauté, je me souviens très bien que j'aimais bien Pâques, parce que je m'assoyais dans un des bancs de l'allée pour voir les dames avec leur tenue de printanière, les couleurs pastel. Là, c'était un défilé de mode. Déjà. Je peux juste imaginer le petit môme que tu étais. Ça devait être quelque chose. Alors, mes 2 périodes les plus extraordinaires, c'était exactement la messe de Pâques et la messe de minuit. Ah ben là! Alors, les fourrures, les bijoux, les parfums. Alors, vraiment, c'était une fête à chaque fois pour moi. Wow! Sergent Laviolette, parle-moi de ton nom de famille. Alors, parce que pour plusieurs personnes pensent que tu es d'origine haïtienne, que tu n'es pas.
Non, voilà, donc Sergent Laviolette, enfin, mon nom lorsque j'ai été donné en adoption, on m'avait donné un nom qui s'appelait Jean-Serge Serrois. Et ensuite, quand j'ai été adopté par ma mère et mon père, Robert Laviolette et Simone, ça se fut j'avais 8 ans, 9 ans, effectivement. Et là, on m'a donné le nom de Jean-Serge Laviolette. Mais Serge Jean, c'est lorsque je suis déménagé à Vancouver en 93. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je me suis réinventé. Ah. Et le nom Sergent est venu vraiment, on m'appelait Serge bien sûr, mais j'ai ajouté le Jean et voilà Serge Jean Laviolette. On expliquera ça un peu plus tard parce que c'est intéressant pourquoi tu t'es réinventé, puis Oui. je ne vais pas tout de suite, je vais pas sauter là-dessus. Non, vraiment. Mais j'aimerais aussi, parce que j'ai mentionné, moi j'avais lu, puis à tort, j'avais lu que tu avais des origines haïtiennes, mais ce n'est pas vrai. Alors, c'est comment j'ai su que j'étais d'origine congolaise. C'est lorsque en 92 plus précisément, j'ai reçu le service de la Société d'adoption du Québec avait un projet pilote et ils m'ont appelé pour savoir si je voulais participer. Pourquoi? Je dis, votre mère biologique serait intéressée à vous rencontrer. Très bien. Donc, moindrement paiement, tout cela, arrangement. Donc, je reçois une enveloppe et je me souviendrai très bien, j'habite là où j'habite maintenant, rue University. Je suis assis sur des marches et je vois ce camion UPS arriver, ce jeune homme fringant avec une grosse enveloppe. Et vous êtes M. Laviolette? Oui, on me remet l'enveloppe. Et j'ouvre l'enveloppe et le premier document que je sors, c'est avec une en-tête de Royal Victoria Hospital. Et c'était mon document de naissance avec toute l'information. Et c'est comme ça que j'ai su que mon père était d'origine congolaise et ma mère était québécoise. Bon, alors ça règle la question. Voilà. Tu es tes origines congolaises de ton père. Oui. Bon, on l'a dit, tu n'as pas eu une enfance simple parce que tu t'es quand même promené en foyer d'accueil. Enfin, j'ai fait qu'un foyer d'accueil parce qu'ensuite, je suis allé chez la nièce de Fleurette McWilliam, qui, elle, demeurait à 2 rues, donc de La Roche, et puis elle demeurait de Chambord et Beaubien. Donc, je n'ai pas changé de quartier. Ouais. Ce fut quand même très intéressant pour voir. Donc, j'étais bien implanté, l'église, l'école, les associations, bon. Mais là, j'ai 7 ans, enfin, oui, j'ai 7 ans. À ce moment-là, Simone était cadre pour la Norton Electric. Simone, c'est ma mère adoptive, oui. Simone Laviolette. Et elle était cadre. Et à ce moment-là, lorsque une famille devait prendre un enfant en foyer nourricier, un des parents devait rester à la maison. Alors, c'est elle qui choisit de rester à la maison. Mon père, lui, était livreur de pain pour The Pride of Montreal, Pomme, la boulangerie. Ah oui, Pomme, oui. Ah oui. Alors donc, ça a été quand même très intéressant parce que dès lors, je changeais pas de quartier, j'avais la même école, j'avais les mêmes amis, j'avais vraiment... et ça, c'était très sécuritaire. Cependant, il y a eu une frustration chez elle parce qu'elle n'avait plus les mêmes avantages et tout cela. Et très vite, il y a eu un changement de comportement à mon égard. Lorsque j'étais chez Fleurette, elle venait me chercher pour les week-ends, c'était toujours très extraordinaire. Mais du moment où je me suis retrouvé sous sa gouverne, là, il y a eu un changement. Parce qu'elle avait quitté son poste de cadre, donc oui, les revenus qui viennent avec ça. Et voilà. Et là, ça créait une pression. Et ça a été un début très, très difficile. Où je subissais des violences, d'ailleurs violence sexuelle, violence physique, violence psychologique surtout. Mais j'ai pu supporter cela parce que j'avais eu tellement d'amour dans mes 5 premières années. J'avais l'art, j'avais la musique, j'avais la lecture. Et je pouvais me réfugier, et ce qui était un rempart par rapport à cette violence. Mais c'est épouvantable. On parle d'un jeune garçon, J'avais 7 ans, 8 ans. Oui. Et tu subissais des violences. Les violences psychologiques, déjà, ça, c'est un problème. Oui.
Et là, on ajoute la violence physique, la violence sexuelle, oui. Alors, j'étais l'aîné. Ensuite, c'est vite devenu une espèce de refuge pour plusieurs enfants à venir habiter chez elle. Et puis, il y avait évidemment, monétairement, le gouvernement donnait, un revenu à cette famille. Alors, étant l'aîné, donc j'avais des tâches accrues par rapport à la maison, par rapport au changer les couches. Je me souviens changer les couches de ma sœur en 68. Elle avait 5 mois et c'est moi qui lui changeais les couches. Alors, c'était vraiment... Donc, le plus d'enfants on avait, c'était mieux pour avoir des revenus. Puis les plus vieux, ils faisaient le travail. Exactement. Et ça a été comme ça jusqu'à l'âge de 19 ans. Je ne voudrais pas, Sergent, te faire revivre parce que c'est quand même délicat. Je le dis à cette émission, en fait, à Canal M, on est quand même conscient que les gens ont vécu des traumas, on ne veut pas les faire revivre. Mais j'aimerais... Dis-moi ce que tu peux me dire sur ce que tu as vécu comme violence. Ah, mais violence, ce sont les coups. Les coups étant la strap, les coups étant le bâton, les coups étaient un poing sur la gueule, littéralement. De ta part de ta maman? Oui, et de mon père. Et de ton père adoptif, OK. Absolument. Et je me suis retrouvé à l'école, au modèle, avec un œil voyons noir. donc. Et puis, évidemment, il ne fallait pas dire que j'avais subi cette violence. J'étais tombé en bas des escaliers. Le genre de... Puis à l'époque, on ne posait pas plus de questions que ça. On ne posait pas de questions à ce moment-là, non. C'était très... elle avait une réputation qui a fait qu'elle est devenue la même secrétaire des familles d'accueil du Québec. Elle a été vraiment... Alors, mais, comme on dit, j'ai été témoin, parce qu'à la fin, j'étais témoin des violences faites sur les autres enfants, parce que je me souviens qu'un Noël, je me suis retrouvé, on était 22 enfants autour de la table. J'étais l'aîné de tout ça. Et puis, c'était... Donc, tout ça pour dire que les Noëls n'étaient pas heureux. Non. N'étaient pas heureux. Noël heureux, j'ai commencé à revivre cela seulement en 2017. Wow, tout ce temps-là. Tout ce temps-là, pour moi, Noël était synonyme de pleurs, de trauma, absolument, oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les violences sexuelles? Ah, on ne va pas rentrer dans les détails scabreux, on s'entend, mais oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'était le fait d'être dans mon bain, puis j'avais une érection, puis qu'elle est venue, puis elle m'a frappé, parce que j'avais une érection. Et à un moment donné, j'étais au lit avec elle, puis elle voulait que... Voilà, que... Non, je te connais, quand je sais que tu commences à rire, c'est parce que là, on est allé un petit peu trop loin. C'est bien correct en passant, parce que c'est pas le but de l'exercice, mais c'est de comprendre ce que tu as vécu. Tu étais un jeune garçon, là, puis tu vivais ça? Oui, j'avais... Puis tu vivais ça en secret? Oui, parce que, voilà, il ne faut pas oublier que le fait d'être mis en adoption... Le fait d'être adopté et qu'on te dise, Serge, tu sais, si ce n'était pas de nous, tu serais dans la rue. Alors, il y a cette pression, cette culpabilité qui est inculquée tout au long de cette éducation. Si tu n'es pas avec nous, tu serais dans la rue. Tu vois, tu as un toit. Mais c'est de la violence. C'est une violence psychologique terrible. C'est affreux de dire ça à un enfant. Et puis, à tous les enfants qui ont vécu dans cette maison, je suis le seul des 22 enfants qui a survécu et qui a fait des études universitaires, qui a voyagé, parce que le reste, malheureusement, ont encore les séquelles de trauma. Il y en a qui ont fait la prison, il y en a qui sont morts, il y en a qui se sont suicidés. Oui. Tu t'en es sorti. Je m'en suis sorti et je dis bien... Pourquoi? C'est que quand on dit que tout se joue avant l'âge de 5 ans, j'en suis la preuve vivante. Alors, tu as basé ta façon de gérer ça sur tout ce que tu as vécu d'heureux et d'amoureux et de génial entre 0 et 5 ans. Absolument. C'est allé puiser là-dedans. Et c'était mon rempart, c'était mon refuge, oui. Mon refuge.
Sergent, excuse-moi, on avait besoin de faire une petite pause parce que même l'animateur de cette émission, j'ai trouvé ça un petit peu lourd, personnellement, je t'avoue, là, Oui. parce qu'on peut pas être insensible à ce genre de situation-là. Non. On a dit avant la pause que, donc, tu étais capable de trouver du bon et du beau malgré ce que tu vivais. Quand même. Oui, parce que j'avais l'église, j'étais enfant de chœur, j'avais les scouts, j'ai eu ensuite les cadets, j'avais la musique aussi. La musique, dès l'âge de 7 ans, j'avais la trompette. La trompette était pour moi ma façon de pouvoir m'exprimer, puisque je n'avais pas voix au chapitre à la maison. Alors, donc, la trompette est venue supplanter, si on peut suppléer, il me donnait une voix. Alors, Est-ce que tu n'as jamais parlé de ça à qui que ce soit à ce moment-là? Non. À qui? Ouais, il n'y avait pas personne à qui tu pouvais parler? Non, je ne pouvais pas. Non, parce qu'elle était... Cette famille, enfin, dans la famille dans laquelle j'étais, c'était tellement... on était tellement vus comme... elle faisait la charité, quoi. C'était presque de la charité par rapport aux enfants qui étaient dans cette famille. Hein? Et c'est comme ça qu'elle véhiculait le message pour justement pallier à ce qui se passait de façon extrêmement violente au sein de la maison, quoi. Tu n'as même pas parlé à des amis à cette époque-là? Non, à ce moment-là, non. Tu vivais dans la honte, peut-être? Non, j'étais pas dans la honte du tout. C'était juste qu'on ne pouvait pas parler. C'était un manque de loyauté, c'était de l'ingratitude. Encore le mot ingratitude. Tu es qu'un ingrat. Nous te donnons à manger, tu as un toit, et c'est comme ça que tu nous remercies. Alors, lorsque c'est inculqué en toi de façon... alors donc, c'est seulement à l'âge de 19 ans que j'ai pu réaliser effectivement qu'il y avait autre chose à l'extérieur. Tu dis, tu as été capable de gérer, mais on ne peut pas vivre ça sans avoir de séquelles. Quelles sont les tiennes? Quelles ont été les tiennes? Parce que je sais que tu as guéri. Non, en fait, séquelles, j'en ai eu peut-être, oui, effectivement, mais ça a été parce que j'avais la musique, parce que j'avais le théâtre, parce que j'avais la danse, parce que ça a été une façon pour moi de peut-être sublimer ces violences, on peut dire, et puis de les transformer en beau. J'aime beaucoup quand tu dis ça. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va revenir. C'est quand même extraordinaire de pouvoir dire que tu n'as pas traîné de séquelles, mais tu en as souffert. Oui. Quand tu parlais de ta mère à tes enfants, qu'est-ce que tu pouvais leur dire? C'est pas facile parce que nous, les hommes gays, habituellement, notre mère, c'est important. Mais je n'en parle pas. Je n'ai jamais parlé de ma mère. Sauf à moi. Sauf à toi et à mon mari. Mon mari Alain. Mais non. Non, parce que c'est de mauvais souvenirs. Ce n'est pas heureux. Ce n'est pas... Puis, comme je ne suis pas dans le pathos, je suis dans la lumière, je demeure dans la lumière. Oui, je sais, c'est moi qui t'amène à parler de ces choses-là, mais c'était pour ça que je voulais qu'on discute, parce que moi, personnellement, je trouve que des gens qui passent au travers d'événements aussi difficiles dans leur vie et qui s'en sortent, c'est de la résilience, c'est de la vraie résilience. Et oui, alors, la résilience... Justement, Sergent, pendant qu'on te donne un verre d'eau, parce que pauvre toi, j'avais oublié de mettre ça. Alors, pendant qu'on parle... C'est très sec dans le... Oui, c'est sec dans le studio, je suis désolé. La résilience, comment tu la définis, toi, par rapport à ce que tu as vécu? Mais c'est remercier chaque jour la vie que je peux vivre chaque jour dans la lumière. Ouais. Oui, c'est ça ma force. C'est de pouvoir t'entourer de gens qui confirment ton intelligence, ta bonté, ta générosité. Voilà. Je pense que les premières années l'ont démontré, mais comment tu as découvert ou comment tu as assumé ta passion pour la musique?
pour la mode? Ben, la musique, d'abord, c'était au départ, c'est la musique. Hein, c'est la puis les musique arts. au départ. Ouais. C'est justement, comme je disais, à 7 ans, Simone me demande quel instrument aimerais-tu jouer? Et puis moi, je venais juste de voir le film Hello Dolly avec Louis Armstrong, et puis Louis Armstrong qui joue de la trompette. Et là, c'était la trompette. Oui. Et là, dès lors, j'ai eu le droit à des leçons de trompette chez Archambault. Hein? Archambault, tout près d'ici, là, sur Sainte-Catherine et Berry. Et c'est ça donc, c'était le seul moment avec Simone on prenait l'autobus pour se rendre, et le métro, pour se rendre chez Archambault. Et je savais que j'avais ma leçon d'1 heure. Et ensuite, on allait manger chez Dad Giovanni À côté. Et c'est les moments de bonheur que j'ai. Avec Simone. Avec Simone. Ah, c'est quand même, hein? Oui. Tu t'es accroché à ça. Absolument. Parce qu'il y avait ce côté-là. Elle pouvait être très généreuse, mais c'était vraiment dans des moments comme cela. L'autre moment qui fut intéressant avec elle, c'est lorsque nous allions magasiner sur la Plaza Saint-Hubert. Ah oui. Et la Plaza Saint-Hubert, c'est quand même très intéressant. Anecdote, je vais pour acheter mon costume pour ma première communion, confirmation. Nous allons chez Sauvé et Frères, sur la Plaza Saint-Hubert. Et j'arrive avec elle, on ouvre le magasin. Au premier plancher, évidemment, c'est le prêt-à-porter. Et je regarde vers le bas et je dis, ah, c'est là, c'est couture, on fait sur mesure. Et puis moi, je dis à Simone, ma mère, je dis, ben, non, moi, je vais aller en bas. Et là, on descend, et là, il y a tous les balles de tissu, et je suis là. Et puis, c'est très intéressant, je suis là. Et là, je sais exactement quel tissu que je veux. On me fait faire le costume, 2 pantalons, gilet, veston, chemise, cravate, chaussures. Et ce fut mon introduction vraiment à la mode. Et là, j'ai 8 ans. Voilà. Mais le goût du beau, c'est inné. Là. Oui, c'était inné. Tu as découvert les tissus, mais le goût du beau. Oui. Tu vas m'amener à poser cette question. La question que j'aime beaucoup poser à cette émission-là, la question qui est dessus. Quand et comment as-tu découvert que tu étais gay, que tu étais attiré par les garçons? Oui. Alors, j'avais 4 ans. Arrête. À l'orphelinat, Ouais. je savais que j'étais différent à ce moment-là. Mais plus précisément, j'étais avec ma grand-mère paternelle. À quel âge de 4 ans, tu trouvais les autres garçons attirants? Oui. OK. Mais à l'âge de 7 ans, 7 ans, effectivement, je reviens de magasiner avec ma grand-mère paternelle, Cécile Beauregard, et nous revenons de la Plaza Saint-Hubert. Et là, à un moment donné, on est sur Delaroche, tout près de où je demeure, à ce moment-là. Et je m'arrête et je dis à grand-maman, grand-maman, moi, je ne vais pas me marier. Et ma grand-mère me dit, je sais. Ah! Et c'était, à ce moment-là, c'était absolument, je savais personnellement que j'étais C'était ton coming out. J'étais mon coming out avec elle. Avec elle. Mais c'est beaucoup plus tard que je fais un coming out officiel. Et ça, c'est en 1984. Je suis avec les Forces armées canadiennes. Je viens de terminer l'école de musique à Esquimalt et je suis muté avec l'orchestre de la réserve canadienne de la marine à Halifax. Et à Halifax, j'arrive. Et cette année-là, je savais que ça va se passer. Et comme de fait, nous, on n'était pas dans la garnison. Nous avions un édifice, des résidences de Dalhousie, qui avait été pour nous. Et là, j'arrive, c'est une tour de 32 étages. J'avais 2 amis, Daniel et puis Vincent, qui avaient un appartement. Puis moi, j'ai mon appartement. Puis là, j'arrive dans leur appartement et c'était décoré. Et je vois en néon, je suis homosexuel. Mais évidemment, c'est mon imaginaire. C'est du Pedro Almodovar, avant Pedro Almodovar. Et là, il y avait cette musique, Les Amitiés particulières, chantée par Charles Aznavour. Et c'est là, je me fonds en larmes. Vincent me prête son journal dans lequel il écrit une lettre à sa mère et il me fait lire cette lettre à sa mère. Et là, et ce fut mon coming out vraiment. Et puis ce soir même là, il m'invite à sortir. Nous allons dans ce premier bar, le seul bar d'Halifax, Rumors sur la rue Garden Gin, l'ancien presbytère.
Et là, on arrive et le trois quarts de la fanfare sont là dans cette tente. Et là, ce fut vraiment extraordinaire. C'est comme ça que mon coming out, de façon très heureuse, c'est manifesté. Il faut dire que la marine à Halifax, disons, donne raison peut-être à une chanson de ceux qu'on aimait les Village People. On aimait, oui. Ouais. On va revenir plus tard à ça, mais j'aimerais retourner au petit garçon rapidement. Oui. Tu savais que tu étais différent. Comment tu vivais ça? Parce que d'être différent, ces gens-là, c'est pas facile. C'était pas facile, effectivement. Je me faisais traiter de tapette très, très souvent. Mais cela dit, c'était quand même étrange parce que j'avais des garçons qui venaient me voir parce qu'ils étaient intéressés par une fille. Déjà, petit garçon, on l'avait déjà. Mm-hmm. Et puis, ils me demandaient... Et je savais leur parler. Je disais, là, il faut dire ça, il faut dire ça. Oh, et puis, les filles venaient me voir parce que j'étais déjà entremetteur. T'étais un Cyrano, là. J'étais Cyrano. Oui, c'est très intéressant comme... Mais je dois dire, ça a été quand même difficile parce que je savais que j'étais différent. Donc, je ne pouvais pas m'afficher de façon précise. Mais ensuite, c'est vraiment à partir du cégep que j'ai vraiment vécu ma sexualité. OK. Mais plus jeune, t'es pas quand même quelqu'un qui a vécu de la violence dans ta famille, mais oui. Avec les autres garçons? Non, j'ai pas vécu violent par rapport à cela, non, pas du tout. Vous êtes quand même, je sais pas si t'étais costaud, tu l'es présentement. Oui, mais... je l'étais déjà là. Ouais, je m'en laissais pas imposer. Ben justement, j'allais mentionner ça. Le taureau en moi était avec les cornes très... oui. Parce que c'est pas tout le monde qui avait cette force-là ou ce privilège d'avoir une corpulence qui permettait de ne pas s'en laisser impressionner trop. Là. Oui, effectivement. Wow. Donc, on arrive à la fin de la première demi-heure, ça fait que je ne vais pas poser de questions qui vont nous amener à grand développement, mais à cette époque-là, tu étais différent. Est-ce que c'était notoire? Ben, tu sais, des fois, quand on est jeune et gay, on est un peu plus féminé. Est-ce que ça paraissait chez toi à cette époque-là? Oui, ça paraissait beaucoup plus. Ouais. Oui, absolument. J'étais féminé à ce moment-là. Et puis, très vite, j'ai compris que je ne pouvais pas être efféminé. Alors, et c'est les Forces armées canadiennes. En fait, ce fut d'abord les Louveteaux, les scouts, ensuite les cadets et ensuite les Forces armées canadiennes que j'ai pu vraiment apprendre une certaine masculinité, si on peut dire. Enfin, ce n'est pas péjoratif du tout, là. Ouais. On fait une petite pause et on revient avec les affirmations de Sergent Laviolette. Une enfance difficile, des abus physiques et sexuels pendant une bonne partie de sa vie, des abus psychologiques aussi évidemment. Il s'est passionné pour la musique, les arts, la mode, son refuge même dans tout ce qu'il a vécu de difficile. Trouver le beau donc dans ce qui est laid. Voici les affirmations de Sergent Laviolette. Affirmation, découvrez des personnalités des communautés queer qui ont un parcours inspirant. Sergent Laviolette, on a parlé tantôt justement de cette musique, des arts. C'est là que tu trouvais ton refuge. Parle-moi donc de ce que tu as étudié. Tu as appris à jouer de la trompette et tu as fait des études en musique. J'ai fait des études en musique, effectivement. Et ensuite, j'ai aussi fait de la littérature. Ah oui. La grande littérature, donc vraiment, ça m'a aussi sauvé à bien des égards, la belle littérature. Ensuite, évidemment, pour suivre avec cela, c'était... enfin, pour revenir à la musique, ça a été avec les Forces armées canadiennes, comme je le disais plus tôt. Mais qu'est-ce qui t'a amené là aux Forces armées canadiennes? C'est quand même étonnant pour un homme qui savait qu'il était attiré par les garçons. C'était une époque où les forces n'étaient pas si oui, ouvertes mais enfin, que ça. ils n'étaient pas ouverts du tout à l'homosexualité, bien au contraire. D'ailleurs, j'ai été expulsé
à cause de mon homosexualité en 1986. Mais cela dit, c'était quand même dans le domaine de la musique, on était tous, en grande partie tous homosexuels, mais on le savait, mais ça n'était pas dit. C'était dit entre nous, mais pas à l'extérieur. Alors, ce qui m'a amené à voyager, je me souviens qu'en 85, c'était le 75e anniversaire de la Marine royale canadienne. Donc, on avait ce tatou qui faisait le tour du Canada d'est en ouest. Et là, ce fut extraordinaire parce que j'ai eu... C'est une série de concerts, hein, les tatous. Là. Les tatous, effectivement, c'était une manifestation musicale dans les grands amphithéâtres, les arénas, le forum. Ici, c'était à Montréal, c'était au stade Percival Molson, pardon. Et donc, ça m'a permis à voyager à travers le pays, de découvrir le Canada dans tout, parce que les performances, c'était le soir. Ouais. Et le jour, donc, nous étions libres. Alors, dans chaque ville, j'avais un programme de galeries, de musées, de choses à voir, de gens, de restaurants à faire. Alors, déjà, j'étais très ouvert et très culturellement... où je pouvais manifester dans chaque ville mon désir de comprendre, de découvrir, d'aimer, si on peut dire, oui. Donc, ce qui t'a attiré finalement dans les forces, c'est cette possibilité de pouvoir voyager, oui. De jouer de la musique, d'être payé pour la jouer aussi? Oui, absolument, parce que c'était seulement les étés. Puis cela me permettait de payer mes études de septembre à juin. Alors, et puis donc, pendant l'année scolaire, c'était un soir par semaine et une fin de semaine sur 2. Raconte-moi comment tu as été expulsé de l'armée, parce qu'ils ont découvert finalement que tu étais homosexuel. Donc, 85, donc je disais tantôt, 75e anniversaire de la Marine royale canadienne. Ensuite, j'ai le programme Héritage Canada, le programme de moniteur de langue de seconde. Je suis muté à Richibouctou, Nouveau-Brunswick. Oui. Et donc, je suis à Richibouctou, Nouveau-Brunswick. Je prends des cours en communication à l'Université de Moncton avec Gérard Étienne. Et comme j'étais militaire, je dis, je vais devenir un moniteur musique auprès des cadets de la marine de Moncton. Et là, je deviens officier. Je fais mon cours d'officier l'été 86. Je fais mon cours d'officier en début à Cornwallis. Et tout de suite, au sortir de ma graduation, on me donne le poste de commandant de l'école de musique des cadets marines armée et air à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Alors, donc, fin juin jusqu'à fin août, j'étais commandant de cette école de musique. J'avais à ce moment-là un chum, un copain, qui lui était professeur à l'Université de Moncton, et on se retrouvait tous les week-ends, ou 2 week-ends, à Fredericton, qui était tout près de la base de Gagetown. Au sortir, donc, je reviens en septembre comme officier, pas commandant, mais instructeur de musique pour les cadets de la marine de Moncton. Et là, le commandant me prend en part, Michel Laviolette, voici le code, blablabla, 99 trucs dans le truc militaire. Malheureusement, vous avez été pris, on sait que... Alors, qu'avez-vous à répondre? Je suis homosexuel. Bon, alors, on me licencie. Wow! Comme ça, presque donc, Manu. Tu as fait partie de la purge. J'ai fait partie de la purge, oui, effectivement, mais comme réserviste. Alors, si j'avais été à temps plein, j'aurais eu d'autres, compensations, mais hélas, ce fut seulement une lettre du premier ministre, Justin Trudeau, on s'excuse, blablabla, bla. Et puis, ma carte de vétéran que j'ai maintenant, qui me suppose me donner des avantages, mais il n'y en a pas vraiment. Mais voilà. Donc, mais c'était donc en 86, je me retrouve avec fini la musique, fini le côté donc, militaire. Plus d'emploi, là, t'avais plus. Ben, plus d'emploi militaire comme tel, mais la mode existe. Et je me retrouve instructeur dans une école de mannequins, Ruth Barnes,
à Moncton, et là, je me déploie. Les défilés de mode qui suivent, les levées de fonds, les magasins. Ça t'a aidé à oublier, parce que quand même, se faire mettre dehors parce qu'on est gay, c'est Oui, quelque chose, hein? Oui, ça m'a aidé à oublier, ça m'a aidé, en fait, ça a été transformateur. Ouais. C'est toujours, comme je disais plus tôt, c'est toujours de prendre ce qui est négatif et de transformer en positif. Tu trouves la lumière partout. De trouver sa lumière. Constamment, absolument. C'est ça, et c'est de vivre. Alors donc, Ruth Barnes, avec cette école, avec cette agence, ça m'a permis de faire le tour des maritimes, à faire des défilés dans des endroits extraordinaires, et d'être vraiment à la... Donc études, moniteur de langue, toujours, études en communication à l'Université de Moncton, et mannequin et instructeur pour les mannequins et chorégraphe. Et enfin, c'est là vraiment que la folie mode s'empare de moi. Tu t'es éclaté, hein? Oui. Et là, je reviens à Montréal, en 87. Wow! Alors, qu'est-ce qui te ramène à Montréal? C'est l'amour, peut-être? Non, c'est en 87, mon programme monitorat est terminé, et je reviens en 87, et c'est la mode. Et là, je fais la rencontre de Coco Léopold. Avec qui j'ai été presque un an absolument. Et grâce à lui, je suis vraiment... là, c'est là que je rencontre vraiment tout le monde, qui est mode, design, art à Montréal. T'étais en couple avec Coco? Oui, j'étais en couple avec Coco, il faisait ses émissions. J'en dis des affaires ici, hein? C'était incroyable, vraiment. Mais sans rentrer dans les détails, c'est vraiment extrêmement positif. Et donc, revenir, c'est ça. Donc, Montréal a été... Et puis là, évidemment, j'habitais en plein, au début du village. Alexandre de Sèvres et de Maisonneuve, j'avais un appartement là. Et c'est comme ça, vraiment, là, que j'ai découvert le monde gay montréalais, mais vraiment dans toute sa puissance et dans toute sa beauté. T'es en couple depuis un bon bout de temps. Comment t'as rencontré ce partenaire? Ah, cher Alain. Alors, en 91... Est-ce qu'on peut le nommer? Oui, on peut le nommer. Ben oui, absolument. Alain? Alain Contant. OK. Il n'est pas fâché qu'on nomme son nom? Non, pas du tout. Avocat à la retraite, Alain, que c'est vraiment... c'est mon soulmate, comme on dit en anglais. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble. 91. Oui, 91. Et donc, août 91, je fais la rencontre d'Alain au Business. Sur Saint-Laurent, à l'époque, il y avait ces soirées qui s'appelaient les Mardis Fifi. Nous, on peut dire ces mots-là en passant. On peut en rire aussi. On peut en rire, oui. C'était vraiment... C'était pas du tout péjoratif, bien au contraire. C'était vraiment... Et c'était la soirée gay dans ce bar pseudo-straight, international. C'était le house music, donc qui arrivait de Chicago. Alors vraiment, c'était la boîte par excellence, hip, internationale, où les gens attendaient en ligne pour rentrer. Et puis vraiment, donc les frères Holder, les deux jumeaux Holder, Maurice et Richard, qui à ce moment-là sont les kings de la rue du boulevard Saint-Laurent, et avec plusieurs boîtes. Et puis donc, je fais la rencontre d'Alain. Et ce fut immédiat. C'est pas un coup de foudre comme tel, c'est juste que lorsque nous sommes rencontrés, on savait, et puis on se dit encore, c'était pour la vie. Qu'importe ce qui arrive, on finirait notre vie ensemble. Et il y avait donc à la fois cet amour extraordinaire et une grande liberté. Et c'est cette liberté qui, en 92, lorsque j'ai eu mes documents pour mon adoption, je m'étais pris un appartement pas très loin sur la rue Sainte-Famille, et c'est là que je devais rencontrer ma mère biologique, puis finalement, arrive décembre, juste un peu avant Noël. Elle se désiste, ne peut pas franchir cette étape. Il y avait quand même 6 mois où on devait avoir une correspondance épistolaire, échange de photos. Mais elle ne pouvait pas, pourquoi? Je n'ai jamais su. Okay. Mais pour moi, comme je disais plus tôt, c'est que l'important, c'est de savoir, lorsque j'ai entrepris cette démarche, c'était de savoir quelles étaient mes origines. L'historien en moi, lorsque les gens me voyaient, es-tu haïtien, es-tu ci, es-tu ça? Là, je pouvais dire, je suis montréalais, je suis né en haut de la montagne, juste là, à l'hôpital Royal Victoria. Ma mère était québécoise, mon père est américain, d'origine congolaise, et puis voilà. Donc, j'avais une histoire à raconter.
Et c'est ça qui est Et tes extraordinaire. racines sont donc Et les très racines, montréalaises. Très montréalaises. Montréalais, je dirais, pur panneau de détour. Voilà. Sans les cônes oranges. Voilà. Non, j'ai déjà utilisé celle-là, Montréalais, pur cône orange, fait que je te ferai pas ça. Mais, Oui. mais c'est quand même... Comment tu as réagi quand ta mère d'adoption que tu désirais rencontrer te dit « ça marchera pas ». Enfin, c'était elle qui avait manifesté, premièrement, de vouloir me rencontrer. OK. Alors toi, le désir était peut-être pas aussi fort Non, que il était ça. là, Ouais. mais jamais de façon aussi... C'est lorsque j'ai eu ce coup de téléphone me disant « Monsieur Laviolette, votre mère aimerait vous rencontrer. Il y a un programme pilote de rencontre et tout cela. » Et c'est puis que pendant 6 mois, j'ai une correspondance avec elle et qui, au moment où on doit se rencontrer, me dit « Non, je ne peux pas franchir cette étape. » Là, il y a eu un premier rejet à la naissance. Il n'est pas conscient. Et Mais c'est là, celui-là, il est conscient. Ça t'a fait mal? Ça m'a fait mal sur le coup. OK. 48 heures. Ah, mon Dieu. Comment 48 heures. Pourquoi? Parce que finalement, peut-être que je me l'étais imaginé d'une telle façon, et puis elle, peut-être, elle s'était imaginé moi d'une telle façon. Donc, ne pas avoir... On reste dans le non-dit, on reste dans la... Tu restes avec l'image que tu t'es fait d'elle, puis tu Voilà. t'es contenté de ça. Absolument, parce que l'histoire, finalement, l'historien, je savais mon histoire. Donc, c'était solide. J'en profite parce que pour te ramener quand même les séquelles, il y en a eu des séquelles de ta jeunesse, Oui, et ça t'a pris longtemps d'abord en parler et de sortir ça toi-même. oui, bien certainement. Parce que je sais que tu as fait de la thérapie longtemps. J'ai fait de la psychanalyse pendant 4 ans, à rue Davard, c'était extraordinaire. Et ça, c'est pendant que j'étais au cégep. Le cégep a été vraiment un incubateur pour moi au niveau de tout ce qui était émotion, tout ça, connaissance, vraiment. C'est l'affirmation de soi s'est fait vraiment au cégep. OK. Oui. Et donc, il y avait théâtre, musique et littérature. Mais tu me disais que ça t'a pris quand même longtemps à en parler de ce passé-là, puis de l'évacuer de ta vie. Mais d'en parler de façon en psychanalyse, Oui. mais pas de façon... oui, j'ai eu des amitiés auxquelles j'ai pu échanger. J'ai une grande amie qui a été extraordinaire, Cécile, qui est maintenant décédée, mais elle a été vraiment, si on peut dire, ma Pygmalion. C'est elle qui m'a fait sortir de ma coquille, quoi. Ben, moi, je peux te dire que je te remercie de te confier là-dessus à cette émission, parce que je pense que c'est la première fois que tu en parles publiquement. Oui, publiquement, oui, c'est la première fois, effectivement, oui. Alors, Sergent Laviolette, tu as beaucoup voyagé, on l'a dit, grâce aux forces canadiennes qui t'ont emmené pas mal partout, mais tu as rencontré Alain et à un moment donné, tu as décidé de partir. Donc, c'est ça. Donc, 92, j'ai ma mère qui, finalement, la rencontre ne se fera pas. Donc, en 93, septembre 93, j'ai mes assises, je sais d'où je viens, qui je suis, et là, je décide qu'il faut que je me réinvente. Go West Young Man. Et là, je déménage à Vancouver. Oh là là! Vancouver. On peut pas plus aller à l'ouest que ça. Non, Parce que c'est l'eau. Vancouver, je connaissais déjà parce que j'avais été quand même à l'école de musique Esquimalt et Victoria, donc je connaissais quand même le West Coast. Mais cela dit, mais de là à déménager corps et âme et tout à Vancouver, ça c'était vraiment un saut. Et tu as laissé ton conjoint à Montréal. Oui. Vous étiez encore en couple. Oui, absolument, parce qu'on essaie, comme je le disais, il y avait cette liberté. On va dire les vraies choses. Oui. Vous aviez une relation, mais vous aviez le droit d'aller un peu ailleurs s'il fallait. Oui, enfin, on avait ça. Oui, absolument. Non, oui, puis on juge pas ici. Là. Non, on n'est pas dans le jugement du tout. Il y a beaucoup d'autres couples qui font ça. À chacun sa façon de vivre son couple. Non, nous, c'était vraiment un couple très ouvert, très, très libre. Alors donc, ça me permettait de pouvoir explorer un autre côté de moi. Et Vancouver a été C'était vraiment... ta renaissance. C'était une renaissance, ouais. Exactement. Et ça, ce fut extraordinaire parce que les 6 premières semaines, j'avais pas d'emploi comme tel. J'avais une promesse d'emploi, mais il n'y avait pas... donc, je me suis retrouvé à la bibliothèque de Vancouver pendant les 6 premières semaines à étudier de façon
vraiment tous les jours, politique, social, économique, et la rigueur de Sergent Laviolette. Ouais. Et de m'inscrire auprès d'organismes, l'Orchestre symphonique de Vancouver, la Galerie d'art de Vancouver comme bénévole, l'Opéra de Vancouver comme bénévole, le Scotia Dance comme bénévole. Et là, je savais que j'étais pour rencontrer des gens qui sont implantés dans les communautés. J'étais avec le Vancouver Men's Chorus et tout de suite, je me suis retrouvé avec une communauté, un cercle d'amis, un cercle de gens qui étaient basés à Vancouver et j'ai été accueilli immédiatement. Et j'ai pu être dynamique. Mon côté dynamique a été mis à profit dès le début. Mm-hmm. Et c'était très intéressant parce que là, j'ai fait la rencontre d'un garçon, Luc Lavoie, qui lui avait un salon de coiffure, qui lui était vraiment dans le milieu du cinéma, dans le milieu des artistes et des vedettes de Vancouver. Et un peu comme Coco Léopold à Montréal en 87, Luc se retrouvait en 93 à être la personne qui m'a, pas initié, mais invité dans son cercle et puis de découvrir tous ces gens. Et c'était très intéressant parce que je rencontrais des gens, les Bennett, enfin les familles, si on peut dire, au nom de fondateurs de Vancouver, les Guinness et compagnie. Et j'en savais plus sur Vancouver, sur leur famille, que souvent eux-mêmes. Ah, mon Dieu! Alors, c'était très intéressant, les conversations, les dîners, les soirées, que ce soit les vernissages, les galeries d'art. Donc, j'ai vraiment été... tout de suite, j'étais dans mon élément. Et c'est à partir de là, vraiment, que Sergent Laviolette est devenu Sergent Laviolette. Sergent Laviolette qui est on parle que tu es un mécène, que tu es un amateur des arts et tout ça, mais tu es aussi un commissaire d'art, tu es dans la mode. Et je vais sauter certaines étapes, mais tu es revenu à Montréal quelques années plus tard. Oui, je suis revenu à Montréal en 2003. Et là, en 2003, je me retrouve à travailler pour Haute Renfrew et à développer leur service studio. Alors, comme j'avais travaillé beaucoup à Vancouver avec le cinéma, la télévision, donc je connaissais les besoins et Montréal étant le deuxième centre de production cinématographique et télévisuelle, donc j'étais de façon très particulière, j'étais vraiment au centre de comment aider les costumiers. Et puis, mon travail de styliste me permettait de savoir, et on me donnait les fiches, et là, j'organisais les portants avec tous les vêtements qu'ils devaient avoir pour leurs besoins cinématographiques ou télévisuels. Et là, on va faire du name dropping. On va faire du name dropping. Et oui, parce que tu as quand même vêtu... j'ai vêtu Halle Berry, qui tournait Gothica à ce moment-là. Et il y avait... elle devait faire une série de, qu'on appelle en anglais, des junkets, une tournée de presse. Tournée de presse, oui. Et donc, tournée de presse pour l'Est des États-Unis. Donc, les vêtements, il fallait avoir des vêtements pour elle. Alors, donc, j'ai eu la chance de l'habiller pour cette série d'entrevues qu'elle devait faire pour l'Est des États-Unis. On parle d'une icône quand même pour beaucoup de communautés, et communautés noires, évidemment. C'est fut la première femme noire à avoir un Oscar, hein? Alors, Sergent, oui. Quand tu l'as rencontrée... c'était bien avant l'Oscar, mais quand même, oui. Comment elle était? Raconte, on est curieux. Ah non, c'est une femme extraordinaire, vraiment très, très ouverte, ça a été vraiment, un plaisir de travailler avec elle, oui. Tu as travaillé avec plusieurs stars, quand même? Oui, Diana Krall, c'est une autre avec qui j'ai eu la chance de travailler. Chanteuse de jazz, qui habite l'Ouest canadien. Alors, c'était à ce moment-là, c'était pour un magazine, donc je me souviens plus du nom. Ouais. J'ai fait son image pour une entrevue qu'elle devait faire, donc je devais l'habiller. Ensuite, il y a eu les défilés. Et je me souviens qu'en 99, j'étais en train de travailler sur
parce qu'à l'époque, c'était encore les catalogues pour les centres d'achat. Donc, au mois d'août, on préparait le catalogue de Noël de ce grand centre d'achat de Vancouver. Et le téléphone sonne. Une assistante vient me voir. Monsieur Laviolette, vous avez un appel. Pourriez-vous le prendre? J'y vais. Là, c'est Tourisme Vancouver qui m'appelle parce que j'étais aussi consultant pour Tourisme Vancouver pour tout ce qui était mode à Vancouver. Et c'est Tourisme Vancouver qui me dit, Monsieur Laviolette, nous avons les gens de Chanel sur l'autre ligne. Est-ce que vous pouvez le prendre? Et puis, Chanel, oui, absolument. Et 99 a été vraiment la lancée de ma carrière comme styliste, comme directeur artistique, parce que vraiment, c'est là que j'ai commencé à voyager. Et ce qui m'a amené à Paris 2 fois par année pour les collections Chanel, pour ensuite les réinterpréter lorsqu'ils faisaient ta version d'Émilie à Paris, toi. Mais c'est quand même extraordinaire. Tu sais, dans tout ça, tu t'es réinventé, tu t'es trouvé. Mais j'aimerais te ramener à quelque chose qui est peut-être pas toujours génial. Je dis que tu étais d'origine congolaise, fait qu'évidemment, ta couleur de peau est une couleur noire. Oui. Est-ce que ça, pour beaucoup de personnes, vont vivre du racisme ou de l'intimidation? Non, moi, le seul incident auquel j'ai été témoin ou que j'ai subi une agression, c'était en 92. Je travaillais pour une boutique, je travaillais pour un grand magasin à Montréal à ce moment-là, mais pour une boutique en particulier dont je ne vais pas nommer le nom parce que c'est pas important, mais c'est une boutique qui était internationale, qui avait des critères extrêmement rigoureux au niveau de réparation et tout cela. Et une dame de la communauté très, très richissime de Montréal arrive dans la boutique. Je la connaissais, elle me connaissait. Elle arrive avec un sac et je lui dis « je dis, madame, excusez-moi. » Là, je regarde le numéro 7. Non, je ne peux pas, malheureusement, je ne peux pas prendre le sac en ce moment. Et la directrice de la boutique n'est pas ici aujourd'hui, donc il faudra revenir. Et là, une esclandre... Elle voulait retourner ou faire réparer son sac? Elle voulait faire réparer son sac, mais le sac appartenait à la marque, mais ce n'était pas de la marque. C'était une contrefaçon. Une contrefaçon, voilà. Donc, évidemment, une esclandre, et elle me traite du fameux mot en haine. Et là, puis là, j'ai dit, mais madame, excusez-moi, vous devez sortir. Et ce fut le seul incident, effectivement, que j'ai été agressé comme de par ma couleur. On arrive à la fin, puis je trouve ça important ce que tu viens de mentionner, parce que on appelle ça une intersectionnalité, d'être une personne noire et une personne queer aussi. Tu t'impliques beaucoup dans les communautés. On t'invite à faire des événements, à organiser. C'est important pour toi? C'est important parce je crois qu'il faut retransmettre aux générations futures l'enseignement que nous avons reçu. Ah oui. Et donner espoir vers un monde meilleur. Est-ce qu'on s'en va vers un monde meilleur, vraiment? On vit des turbulences, mais je crois sincèrement que nous allons vers un monde meilleur, oui. Alors, Sergent Laviolette qui voit toujours le positif, même quand c'est aussi négatif, parce que ça va pas bien présentement. Ça va pas bien présentement, effectivement. Mais la résistance, c'est là que la résistance s'installe. Alors, tu es maintenant retraité, un peu comme moi, mais tu fais encore des choses. Oui. Tu as des projets? À part peut-être de vivre une bonne retraite? De vivre une bonne retraite, mais de contribuer au bonheur de mon mari et de notre couple. Oui, parce que tu passes beaucoup de temps avec ton mari. On peut le dire qu'il est quand même malade, là. Il n'est pas malade. Il est pas malade. Il est à mobilité réduite. Voilà. Il n'est pas malade du tout. Non. D'accord. En mobilité réduite, merci de me corriger. Oui. Donc, tu t'occupes de lui. Oui, effectivement. Je suis vraiment la personne qui assure... tu fais sa proche aidance, là. Proche aidance, oui, exactement. La maison, les courses, et puis tout le calendrier social que la grande dame de la rue Université. La grande dame de la rue de l'Université, c'est qui ça? C'est toi, ça? Non, c'est ta maison. C'est la maison, effectivement. La grande dame, tu l'as rebaptisée. Oui, tu reçois beaucoup. Oui, je reçois en moyenne au moins 4 à 5 fois par mois, oui.
parce que c'est le seul moyen de tenir ton mari En fait, d'assurer une certaine vie sociale, oui, puisqu'il ne peut pas se déplacer autrement, non. On arrive à la fin. Déjà. J'aimerais ça te donner un petit peu de temps pour dire, ce serait quoi que tu aimerais dire aux gens aujourd'hui? Quel serait leur message que tu voudrais leur passer en tant que personne qui a vécu tout ça? De ne jamais désespérer, de croire en sa lumière et d'aller chercher l'aide si jamais on a besoin. Ah, ça, c'est assez succinct et ça dit tout. Est-ce que tu es une personne heureuse? Très heureuse. Même quand ça va mal? Même quand ça va mal. Ah, Sergent Laviolette, je te dis, et toujours avec le sourire. Alors, ceux qui nous écoutent en audio, je vous invite à aller voir éventuellement la version YouTube pour voir ce sourire que tu as tenu tout le long, même dans les moments les plus difficiles dont je t'ai fait parler. Puis j'ai senti de l'émotion, mais tu as toujours ce sourire. Mm-hmm. C'est important, ça. C'est mon rempart. Ton rempart. Ben, je te souhaite, Sergent Laviolette, beaucoup de bonheur dans cette semi-retraite et à t'occuper donc de tous ces dossiers. Puis on va probablement te revoir dans des événements queer, c'est certain. Merci beaucoup, Denis Martin, de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'est un plaisir. C'était donc les affirmations de Sergent Laviolette. Affirmations, une série de balados-diffusions et d'émissions diffusées sur Canal M qui célèbrent les personnes de nos communautés, de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Merci à Maurice Bolduc à la régie et à la recherche et à l'animation. C'est moi, Denis Martin Chabot. Affirmation est une production de Canal M, la voix de l'inclusion.